Donc, nous poursuivons notre approche des différents artistes qui appartiennent au pop art. Je vous redis, il y a une particularité, c'est de pouvoir faire des liens entre l'art et la vie, si vous voulez, le quotidien. Donc, certains d'entre eux vont élargir la notion même de la peinture qui va venir finalement s'associer à des éléments extrêmement concrets, issus de la vie de tous les jours. Donc, c'est une dimension qui établit en même temps ou qui ouvre les relations possibles entre les anciennes disciplines. Donc, la peinture va côtoyer des éléments qui créent un haut relief qui rejoint d'une certaine manière la notion de la tridimensionnalité. Et si Tom Wesselmann, par rapport à une création qui rejoint le thème de la nature morte, c'est la numéro 30. Et vous voyez au niveau de l'identification des éléments, il y a une partie de l'image qui est peinte. On utilise donc l'huile. Vous avez en dessous les techniques et éléments utilisés. Il y a de l'émail, il y a de la peinture polymère synthétique, tout fixé sur un panneau. Et il y a également des collages de publicité imprimés. Donc maintenant, si nous regardons vraiment le contenu de la nature morte, vous pouvez découvrir peut-être à l'avant, tout à fait à droite, sur ce qui simule une table, vous avez une série d'aliments, donc qui pourraient être contenus dans le frigo qui se trouve à gauche. Donc j'imagine que vous distinguez des choses. À l'avant, on peut voir la présence de la viande, une sorte de saucisse à l'intérieur d'un pain. Vous avez des crêpes, vous avez des crispies, vous trouvez des boîtes de conserve, vous avez un pain emballé, vous avez une pomme, un fruit. Donc tous ces éléments-là sont découpés à l'intérieur de revues publicitaires et simplement collés sur l'image. Donc cette partie-là n'est absolument pas réalisée de manière illusionniste par le peintre. Juste à la hauteur de la boîte de Crispies, juste à l'arrière, sur le fond rose, vous voyez là une évocation presque du type d'une illustration, c'est assez naïf. Vous reconnaissez l'évier qui est à peine présent et juste à côté, une cafetière qui est posée sur un réchaud. Donc la simulation, si vous voulez, de l'intérieur d'une cuisine. Et ce rose se poursuit. Et sur la partie de gauche, et là vous avez un frigo sur lequel se trouvent 3 bouteilles de 7-Up. Et juste à droite, un petit cadre. Je ne sais pas si vous arrivez à discerner, c'est un petit clin d'œil à Pablo Picasso par l'image qui est contenue dans le cadre. Le cadre est lui-même simplement accroché, ce n'est pas une représentation illusionniste. Et puis, c'est comme si vous aviez un cadre en plus grand format qui nous amène à la fenêtre, qui se trouve un petit peu à droite, avec l'évocation d'un paysage, avec, vous voyez, un bâtiment sur le fond. Paysage comme on peut trouver dans les peintures anciennes. À l'avant, sur l'appui de fenêtre, vous avez un pot avec une fleur et 2 fruits. Le bleu qui se trouve à l'arrière semble répété sur la partie de droite, créant un relief, donc les matières justement polymères synthétiques. Donc si vous voulez, le fond est vraiment articulé en 3 moments. On pourra dire comme une découpe un peu d'un polyptyque. Et à l'avant aussi, vous avez la table. Vous avez juste derrière l'évocation de l'évier et de la cuisinière et un peu plus à gauche, le frigo. Donc vraiment, on a une articulation comme ça, une partie centrale, une partie gauche, une partie droite. Alors peut-être en vous mettant, voilà, si vous voyez la double image, en se plaçant légèrement de biais, sur celle qui se trouve en haut à gauche, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas que les aliments qui ont été découpés à l'intérieur des revues publicitaires, il n'y a pas que le petit cadre tridimensionnel qui a été placé sur le panneau avec le cadre, faisant office en même temps d'expression picturale, vous avez une vraie porte du frigo. Donc j'espère que vous pouvez voir l'ombre projetée sous le tableau, que vous voyez aussi en bas à droite,
l'arrondi de l'ombre qui vous fait prendre conscience que Wesselmann est venu intégrer réellement un morceau de porte de frigo avec la clenche qui paraît extrêmement réelle. Donc, si vous vous souvenez, dans la continuité de Robert Rauschenberg, cette idée de venir joindre à une partie peinte, ici une partie qui donne un effet illusionniste dans l'expression, par exemple, du paysage ou de la cuisinière ou de l'évier, la réalité tridimensionnelle d'objets appartenant au quotidien et qui permet donc de revisiter, en quelque sorte, d'élargir la notion ancienne de la nature morte en lui donnant une présence réelle par certaines de ses composantes. Est-ce que ça vous paraît clair dans la lecture? Vous souhaitez relever quelque chose dans cette image? Chacun de vous a bien perçu là où intervenait la partie concrète, la partie matière tridimensionnelle par rapport au reste qui est transposé par la peinture ou mis en œuvre par les collages. Donc, vous voyez, il y a une diversité dans l'usage des moyens mis en œuvre par l'artiste pour faire sa création. Voilà une autre proposition de Tom Wesselmann, toujours, qui s'appelle Baignoire numéro 3. Donc, vous avez pareillement une partie qui est peinte et vous avez des éléments de nouveau concrets, empruntés à la vie de tous les jours, qui sont directement posés dans l'espace de manière à réaliser un travail avec une profondeur. C'est vrai que j'avais omis de le dire dans l'image précédente. Là, vous aviez 10 cm d'épaisseur qui était donnée par la porte du frigo elle-même. Par contre, ici, dans Baignoire 3, vous voyez que nous sommes à 45 cm de profondeur. Donc, comprenez, au niveau de la petite estrade en bois sur lequel vous avez la sortie de bain, vous trouvez le panier à linge. Donc là, on est réellement dans une réalité tridimensionnelle. D'après vous, où serait la partie peinte? En quoi consisterait-elle par rapport à l'apport des matériaux concrets? Vous voyez où se situe la partie illusionniste? La femme, oui. La femme. Ok. La femme qui est en train de se baigner. Curieusement, la présence humaine est celle qui appartient encore à la peinture dans sa conception de figuration, donc d'effet illusionniste. La femme est montrée, mais en tant qu'absente, elle est là par la transposition picturale, et concrètement, elle n'est pas là. À l'inverse, si vous voulez, de la porte, qui est une vraie porte, vous avez la serviette qui est accrochée, là, la surface jaune, le vrai panier à linge, la tringle, le rideau, et ce rideau pourrait être étiré, venir faire disparaître la personne. Donc, Tom Wesselmann utilise la réalité tridimensionnelle pour ce qui est matériel, pour les objets, et le personnage lui-même est signifié par une évocation figurative, picturale. Alors, vous pouvez peut-être y reconnaître, si vous vous souvenez de la manière dont Andy Warhol avait notamment traduit le portrait de Marilyn Monroe, soit en peinture, soit en principe sérigraphique, peinture à l'huile, principe sérigraphique, vous y reconnaissez, à mon avis, la silhouette assez typique des personnes du pop art. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui proposerait les caractéristiques de la figuration de la femme dans le pop, tel qu'on peut le voir ici chez Wesselmann. À quoi est-elle ramenée, l'être féminin? À quoi est-il ramené dans l'image pop? Une icône. Une icône, et qui aurait quelles caractéristiques? Très simplifié. Ok, simplifié, certainement. Un objet. Un objet. Comme un objet. Oui. Représenté comme un objet. Comme un objet, c'est vrai. Vous avez très très peu de détails. Vous voyez, au niveau de l'expression du visage, on pressent, on devine la bouche,
il n'y a pas d'autre expression. Vous avez la chevelure jaune, hein, qui est assez caractéristique aussi. Un tout petit peu d'évocation d'un corps sexué par la présence des seins et le bas-ventre qui est un peu marqué. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a de la couleur rouge qui est posée sur les ongles. En dehors de ça, l'être féminin est plutôt perçu comme un objet de consommation et de désir, simplement comme les artistes pop le livrent. Si vous voulez, l'être féminin est tout sauf humain. Il y a une déshumanisation extrêmement importante et l'impression d'avoir un stéréotype. Vous voyez, cette idée de standardiser, de stéréotyper, finalement proposer une image un peu iconique qui est celle que l'on peut découvrir, utilisée par la publicité, apparaissant dans la bande dessinée comme on l'avait vu avec Liechtenstein. Donc le même type de personnage revient à travers différentes images donc appartenant au monde visuel. Alors vous voyez, elle fait le geste de se sécher donc le dos, et vous retrouvez donc le lien entre l'illustration, donc la figuration de la serviette avec ces lignes en alternance qui font écho, ces lignes directement au pli réel du rideau rouge qui pourrait se refermer sur la tringle. Et il y a une correspondance entre la partie peinte et la réalité du rideau. Comme vous retrouvez à d'autres moments de la composition des relations aussi entre les surfaces de couleurs. Je vous rappelle, on est dans l'évocation de couleurs extrêmement basiques, hein, le jaune, le rouge, le bleu. Donc, vous voyez sur la porte qui offre une grande verticale. Quand vous pensez à l'organisation de la composition de l'image, la porte offre une grande verticale qui est répétée par le corps, debout, légèrement déhanché, de cette femme qui se sèche donc dans sa baignoire. Donc là, vous avez un rappel de ces deux grands axes verticaux. De la même façon, si vous prenez la réelle serviette jaune qui est placée donc sur la porte, vous voyez que le rectangle constitué par le jaune de cette serviette est exactement répété au-dessus, à gauche de la porte, ce même jaune faisant faire lien avec la chevelure de la femme. Et vous voyez que si vous restez dans l'alignement de ce rectangle jaune, vous avez presque la même surface occupée par le bleu et encore répétée par le panier à linge. Donc on a une simplification des formes, beaucoup de quadrangles ici, on a une simplification des couleurs, on a donc des relais visuels qui se mettent en place. On pourrait dire aussi la verticalité de la porte se ressent dans l'horizontalité de la petite estrade de bois sur lequel on retrouve la petite, comment dit-on ça, l'élément qui lui permet de sortir de sa baignoire. Donc cette construction, elle est unifiante, si vous voulez, parce que les éléments se répètent, se font écho, et finalement donc traduisent de manière extrêmement simple ce que peut être un environnement de salle de bain à l'époque. Baignoire 3, parce que ce thème de la baignoire, Wesselmann l'a traité à plusieurs reprises, en préservant donc cette association de la peinture à des objets réels. Les objets mentionnés sont simplement achetés dans un grand magasin. Ce sont des éléments très, très standardisés, très quelconques. Hein. Oui, donc emploi de l'huile sur toile, auquel s'ajoute du plastique, des objets, pour nous donner une hauteur de 2,13 m sur 2,70 m de largeur et 45 cm de profondeur. Donc, je vous dis ça au cas où, quand les conditions seront beaucoup plus favorables. Si un jour vous souhaitez vous rendre pas tellement loin, vous prenez le train, vous allez jusqu'à Cologne. Donc la gare est au centre-ville, vraiment au pied de la cathédrale. Si vous sortez de la gare, à quelques minutes, vraiment, vous rencontrez la fondation Ludwig, qui illustre par plusieurs pièces de leur collection permanente des artistes qui constituent la matière de notre cours cette année-ci. Donc voilà, peut-être qu'un jour, la lumière vous donnera envie de vous mettre en route et d'aller jusqu'à Cologne pour faire cette découverte. Voilà. Donc c'est pas la même chose aussi quand on est dans le lieu pour se rendre compte réellement de ce qui est traduit par l'illusion et de ce qui est présent évidemment dans sa réalité tridimensionnelle. Ça va, vous souhaitez relever certaines choses par rapport à cette proposition de Wesselmann? Ou ça vous semble bien saisi? Moi, C'est clair. Merci. Ça va? Pas de questions particulières?
C'est très clair. Tant mieux. Tant mieux. Hop. Voilà. Je passe à une autre proposition. Dans un premier temps, je ne vous identifie pas directement l'artiste, l'intitulé, mais ça va venir peut-être pour recevoir d'abord les impressions que vous laisse ce travail. Donc, simplement vous préciser, c'est pas du tout une photo face à laquelle nous nous trouvons, c'est un travail tridimensionnel. Et je ne sais pas quel type d'impression vous avez par rapport à ce sujet et la façon dont il est montré. Je trouve ça drôle. Drôle. Oui, amusant, un peu amusant. Comment, ironique. D'accord, drôle, amusant, ironique, ok. Ironique, ça veut dire qu'il y a un petit décalage, une petite distanciation avec laquelle l'artiste pourrait jouer quand vous dites ironique? Oui, c'est ça, oui. Une distanciation, exactement. Ok, je garde l'impression première formulée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager immédiatement la réaction que ça sollicite? C'est comme une devanture de magasin, mais en fait, rien n'est consommable. Donc, c'est peut-être aussi ça qui est ironique. C'est le côté, on dit, fake, comme des fake news. Donc, c'est vrai que tout est mis en œuvre pour nous faire penser à une vitrine dans laquelle on aurait des produits, comme si vous poussiez la porte d'un boulanger-pâtissier, hein, pour retrouver ce qui pourrait correspondre, oui, à du consommable, à ce qui pourrait solliciter un peu notre côté gourmand. Et en même temps, directement, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'objet consommable. On le montre, mais on le montre sous un autre aspect. En tout cas, nous livrant une distance par rapport à la réalité des choses. Ça ressemble et ça n'est pas. C'est un peu ça votre idée? Oui, c'est kitsch. C'est kitsch. Par quoi? L'abondance de crème, des fruits qui ont l'air tellement appétissants. Enfin, je trouve que c'est kitsch. Donc, il y a un côté excessif, un côté trop souligné qui pourrait donner un sentiment d'écœurement, peut-être. Oui, enfin, oui. Un peu moqueur, je trouve. Vous m'avez entendu, je ne sais plus maintenant. On a fait une fausse manœuvre. Donc, je disais que si c'était quelque chose qui devait faire allusion à un magasin, une pâtisserie ou une boulangerie, il y a même deux éléments qui ne sont pas à leur place. Ok. Et qui sont donc tout à fait perturbants. Vous pouvez les nommer? Oui, mais il y a à l'étage inférieur, il y a comme une pièce de viande ou on ne sait pas très bien ce que c'est en fait. Je vais vous avouer, c'est l'élément que je n'arrive jamais à reconnaître. Donc, je pense aussi, ça m'évoque un peu ce côté viandeux, mais sans savoir ce que ça peut représenter comme aliment au niveau de la société américaine. Voilà. Un pain, des baguettes. Non, un filet de bœuf. Oui, moi je reviens des États-Unis où j'ai habité 12 ans il y a quelques mois et je peux vous dire que les pièces de viande elles sont grandes comme ça. Hein. Donc c'est pas des petits étalages, c'est des gros morceaux quoi. Donc donc là ça serait un élément tout à fait incongru dans cette vitrine plutôt sucrée. Oui. Et le deuxième élément dont vous parliez qui vous semble. Et le deuxième c'est l'étage au-dessus, tout à fait. À gauche. Oui. Je ne vois pas bien ce que c'est, mais ça me fait penser aussi à de la viande ou des côtelettes. Enfin, je ne vois pas bien en fait. Je vais me demander si c'était pas plutôt des petits biscuits, vous voyez, comme une petite coupelle avec des petits biscuits assez plats, mais sans pouvoir exactement aussi reconnaître le produit. Mais ce qui est étonnant, si c'est des biscuits, c'est que ces deux éléments que j'ai cités ne semblent pas du tout appétissants, alors que le reste fait quand même saliver un peu. C'est comme des glaces et des meringues et des pommes confites, etc. Donc, le tout, j'ai l'impression que pour le reste, il fait vraiment appel à notre appétit et à notre envie de croquer dedans, tandis que ces deux éléments que j'ai cités me semblent pas appétissants du tout. Mais bon. Maintenant, par rapport à votre observation, je pense que vous mettez en évidence
je reste sur votre idée. Si je suis au niveau, sur l'étagère du milieu, j'ai une évocation d'un sorte de gâteau un peu moelleux au chocolat. Voilà, je classifie comme ça. Je me dis, logiquement, je devrais avoir l'impression d'une texture qui me traduit cet aspect d'une pâte souple ou qui me donnerait envie, comme vous disiez, de mordre. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine que l'impression visuelle qui m'est laissée de cet élément soit justement la correspondance à la texture normale. On cite des meringues ou peut-être des compositions avec des fruits ou cette espèce de tarte, quartier de tarte un peu bleuté qu'on a en haut à gauche. Et je me dis là, je pense que depuis le départ que cette image est face à vous, il y a entre l'idée de reconnaître, de citer et peut-être de laisser son imaginaire prendre le dessus par rapport à ce que ça crée comme sensation. Et concrètement, dans la proposition qui est faite, la sensation est totalement inversée. Donc, il y a un effet d'écœurement, on est dans une manifestation excessive de couleurs, on a un objet, un aliment qui devient extrêmement dur, extrêmement rigide, où finalement, la sensation est totalement à l'opposé de ce que ça devrait induire initialement. Vous voyez, ce jeu de la distanciation, ce jeu du décalage est servi aussi par les matières utilisées par l'artiste, donc qui transpose, qui fait un moulage, si vous voulez, de pièces qui se retrouveraient dans une vitrine. Je vous mets, voilà, l'identification. Donc, c'est un travail de Klaas Oldenburg que nous avions déjà cité, si vous vous souvenez, avec les petits friscots enveloppés de fourrure dans la continuité du déjeuner de Meret Oppenheim. Donc, ce sculpteur d'origine suédoise qui arrive dans les années 50 à New York, qui rencontre Segal, qui rencontre Alan Capro, qui rencontre Rauschenberg, etc. et qui va véritablement observer les éléments les plus typiques de la société américaine en termes de consommation. Donc, je vous répète que l'artiste pop n'invente pas ses motifs, hein, il va les cueillir uniquement dans ses observations de la réalité. Et si son choix est une transposition tridimensionnelle, la vitrine, il ne la fait pas, il l'acquiert, mais il fait le choix de venir créer des moulages en plâtre de ces éléments donc appartenant au monde de la pâtisserie, avec de la peinture émail très vive, formant cet ensemble de sculptures placées dans une vitrine. Donc, Oldenburg continue dans cette idée de venir travailler à partir de produits de consommation, plus ou moins en respectant ici les dimensions, mais seulement en sollicitant de la part de la perception du spectateur un décalage extrêmement grand entre la chose réelle et l'aspect figuratif, si vous voulez, qu'il donne à travers ici l'usage du plâtre et de la peinture d'émail. Je pense que ça rejoint les observations que vous avez commencé à formuler en découvrant la proposition sans avoir d'identification. Ça va par rapport à cela? Je vous rappelle que Oldenburg, donc, s'était aussi singularisé dans sa pratique de la sculpture en travaillant tout ce qui était matériaux mous, donc les sculptures molles à partir de 1961. Donc ici, on est donc l'année qui suit, en 62. Et voilà toujours la même idée hein, d'un produit de grande consommation sur le sol, qu'il découvre sur le sol américain. Et vous voyez ici, on est justement dans l'agrandissement. La question du socle, hein, qui est posée dès le début du XXe siècle chez les sculpteurs. Donc le socle ici a complètement disparu. Le grand burger est posé à même le sol dans le lieu d'exposition. Je n'ai pas les dimensions, mais vous en faites une idée quand vous voyez la relation, donc le rapport de l'échelle humaine avec la personne qui se trouve juste à l'arrière. Et peut-être qu'au-delà de reconnaître qu'il s'agit d'un hamburger avec l'évocation par la couleur de ce qui est plutôt le pain, de ce qui est la viande à l'intérieur, alors au-dessus, un cornichon, un concombre, là, je ne sais pas. Peut-être ceci vous évoque aussi autre chose, vous donnerait d'autres sensations. On peut se rendre compte que c'est impossible, évidemment, d'imaginer avec le rapport au corps le moment où ce hamburger toucherait les lèvres et viendrait être mangé. Donc, la transposition dans une autre échelle, peut-être vous invite à le ressentir
comme un autre objet ou pouvant avoir d'autres significations? Moi, j'ai l'impression que c'est l'hamburger qui va me manger, en fait. Ah, les dimensions. Moi, je n'ai pas du tout envie de les manger, ça c'est sûr. Ok, donc de nouveau, on crée le décalage par rapport à ce qui serait sollicité comme sensation première. Et vous voyez, je crois que visuellement, quand même, l'aspect du mou, quand vous voyez la substance utilisée, donc on dit une toile remplie de mousse de caoutchouc, de boîte en carton, peinture latex, Liquitex, donc tout un ensemble de matières qui apparaissent évidemment particulières dans cette moitié du XXe, qui n'est pas du tout inscrite dans la sculpture traditionnelle. Donc, moi, il me semblait que ça pouvait faire penser, vous voyez, une espèce de siège, pouf, comme ça, dans lequel on pourrait aller se vautrer, qui se creuserait en acceptant la forme du corps par rapport à ces dimensions aussi, et que de nouveau, là, il y a la reconnaissance du produit, mais son traitement réalisé par le sculpteur, donc la manière dont il s'approprie ce motif et le transpose par des matériaux et un agrandissement, fait que ça devient plus un objet qui n'est pas le hamburger, qui pourrait s'inscrire comme un élément peut-être de mobilier ou inviter une relation au corps qui est d'un tout autre ordre que simplement être croqué, donc pour être mangé et digéré. Il y a de nouveau cette séparation, ce décalage important. Moi, je suis d'accord avec vous. Ça me fait penser à un gros pouf dans lequel on se vautrerait. Je crois que c'est vraiment l'aspect si vous voulez, de la matière qui est souple, hein, qui est souple, malléable, plastique, hein, pourrait-on dire, dans le domaine artistique, et qui devient un élément qui est un peu la signature de la proposition de classe Oldenburg. Si vous voulez, c'est tout un jeu d'expérience sensorielle, parfois un peu poétique, hein, poétique décalée, qui est mise en œuvre par Oldenburg, et c'est ça qui fait cette intention d'une expérience nouvelle, une expérience sensible nouvelle, entre l'objet tel qu'on le reconnaît, au niveau des couleurs, des sensations, il est traité comme assez proche, et puis en même temps, il y a le décalage et on est invité à y découvrir autre chose. Ça va par rapport à cette manière de faire? Donc là, du côté de Wesselmann, on était dans une sorte de haut relief. Avec la Oldenburg, on passe dans le travail de la sculpture vraiment tridimensionnelle ici. Alors, si nous restons dans le domaine de la sculpture, voilà un autre membre du groupe et peut-être avec une attitude un peu différente, Georges Segal. Donc des travaux qui s'inscrivent dans la contemporanéité, hein, des démarches des années 60 de ses amis pop art. Et que se passe-t-il? Que voit-on dans l'image? En quoi consiste son travail? Comment percevez-vous ce qui s'installe ou s'élabore au sein de sa proposition? Qui souhaite un peu décrire ce qu'il voit et comment il comprend la mise en œuvre du travail de Segal? Il y a une forme de mise en abîme avec le spectateur qui devient un peu une œuvre lui-même, en fait. Et le spectateur s'ajoute ou est déjà dans la proposition? Vous le voyez? Pour moi, les deux vont ensemble, le tableau de Marilyn. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah oui, c'est celui-là que vous appelez le spectateur. Oui, oui, la statue. Enfin, d'accord, la sculpture qui regarde l'image. Et quand vous dites qu'il y a une sorte de mise en abîme, comment la crée-t-il, cette mise en abîme, Segal, d'après vous? En représentant Donc en figurant le spectateur. Le public, oui. D'accord, en figurant. Moi. Donc vous vous sentez quelque part à la place du personnage qui regarde. Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que le personnage est moins vivant que Marilyn. Marilyn est tout en mouvement, elle est sensuelle, elle est en train de chanter, tandis que l'autre, il est figé. Oui. Il est emplâtré, en fait.
Ok, il est emplâtré. Donc, on a une personne qui vient s'arrêter devant une image photographique. On l'avait déjà évoqué avec Andy Warhol quand il a fait tout le développement des portraits peints ou sérigraphiés de Marilyn. Il se servait d'une photographie qui avait été prise lors de tournage. Et donc ici, vous avez cette espèce de grand portrait, affiche accrochée au mur, où Marilyn, oui, semble être assez dynamique, assez vivante. Et devant elle, mais en même temps, la relation s'établit par le vide entre le portrait et le personnage. Vous avez un être masculin planté, mais vraiment planté, fixé en même temps sur un socle, complètement immobile. Donc peut-être subjugué, hein, peut-être fasciné, peut-être en train de fantasmer ou de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui correspondrait à un désir ou un rêve dont il s'approche mais qui lui échappe. Voilà, notre imaginaire peut complètement se laisser aller, mais les mains sont dans les poches et c'est vrai, il y a comme un arrêt, il y a comme un aspect un peu, c'est peut-être un mot fort, mais mortifié, entre guillemets. Et vous dites comme c'est lié en fait au matériau, c'est lié à la couleur. On peut voir l'impossible communication. Impossible communication, certainement. Mais en même temps, il y a quelque chose de l'instantané. C'est ça qui est incroyable dans cette œuvre, c'est qu'il a son petit sac sous le bras, oui. Comme si par hasard il passait par là et qu'il avait été, tout d'un coup, son regard, il s'était retourné, son regard était attiré par Marilyn. Donc, il y a à la fois quelque chose de, comme vous dites, de mortifère et de figé, d'immuable en quelque sorte, comme si les choses étaient immuables et vous ressentez un instant. Un instant, oui. D'accord. Banal aussi, quelque chose, monsieur a quelque chose de banal, la façon dont il est habillé, la façon dont, enfin, c'est, pour ce que je sais de Georges Segal, il a toujours des gens très banals. Oui, oui, c'est vraiment la classe la plus moyenne américaine qu'il observe et qu'il utilise, parce qu'en fait, la personne masculine, là, qui est sur son petit socle, est grandeur nature. Hein, vous voyez, le personnage, en fait, chez Segal, est moulé sur corps vivant. Oui. Et puis, à partir de son moule, il vient couler le plâtre, parce que ça, c'est vraiment son matériau de prédilection. Il vient couler le plâtre. Parfois, il constitue dans son moule une ossature un peu avec des tiges de fer, et il vient déposer des grandes bandes de toile de jute couvertes de plâtre. Et à aucun moment, Georges Segal ne vient parfaire. Il ne vient pas, si vous voulez, lisser, polir. On voit parfois au niveau des chaussures les extrémités de la bande de tissu avec les petits morceaux de plâtre quand on est devant le travail. Et tous ces personnages prennent cet aspect unifié par le blanc. Je crois que le blanc, quand vous disiez que ça exprime une impossible communication, je pense que le blanc renforce la dimension de la solitude de la personne. En plus, ici, il y a la distance physique entre l'image et le personnage. C'est deux mondes qui ne semblent pas pouvoir se rencontrer. Mais l'un fait rêver ou vient subjuguer l'autre. Donc, c'est une manière de procéder qui est assez caractéristique de Segal. Segal a commencé la peinture et puis à la fin des années 50, il va se tourner vers la sculpture et qui va être la principale technique dans laquelle on reconnaît, si vous voulez, son travail. Donc, voilà un autre moment assez particulier des années 60, les rock'n'roll combo. Donc, toujours l'humain. Alors, c'est important quand même parce que jusque-là, les artistes que nous avons cités comme membres du pop art, quand ils présentaient l'humain, on l'a redit avec Wesselmann, quand ils présentaient l'humain, c'est un aspect très standardisé, très stéréotypé. Et chez Segal, il y a quelque chose qui me semble tellement différent des autres, c'est qu'il y a une part d'humanisation, il y a une part d'émotion, même si c'est par le côté de l'extrême solitude, de l'incapacité à dialoguer, à communiquer, c'est peut-être un des rares membres du groupe pop à considérer l'humain dans ce qu'il éprouve, dans ce qu'il ressent, quand il est figuré.
Donc, pareillement, hein, moulé à partir de corps. Vous voyez, dans la présentation ici des deux musiciens et de la chanteuse, danseuse, quand elle fait usage d'accessoires, ce sont des accessoires réels. Donc, la batterie et la guitare sont réellement les instruments qu'il vient placer donc, dans les mains du guitariste ou devant le batteur, chacun des corps étant inscrit totalement dans l'attitude la plus typique. Et alors qu'on est face à un trio qui est censé partager de nouveau un temps particulier en dialogue avec un public, si vous les regardez tous les trois, vous pouvez vraiment avoir l'impression qu'ils sont chacun dans leur espace, dans leur univers, comme s'ils étaient, j'emploie ce terme-là, mais atteints de cécité. Et comme si l'un ne voit pas l'autre, l'un ne partage pas le même espace que l'autre en termes de sensations. Chacun est de nouveau dans une attitude comme si les choses s'étaient arrêtées. C'est comme si on avait une découverte archéologique avec un dépôt de matière qui a figé le corps de la personne. Et ça, c'est vraiment la manière dont Segal arrive à essayer de traduire cette idée que pour lui, dans cette société américaine nouvelle, où l'humain peut bénéficier de beaucoup d'apports au niveau matériel, d'un certain progrès, une diversité culturelle et événementielle, pour lui, l'humain est dépendant de l'objet de la matérialité, et dans cette dépendance, il constate que l'être humain est profondément ramené à sa propre solitude, à une espèce d'abandon. Donc, il y a quelque chose qu'il souligne là, qui ne va faire que s'amplifier, peut-être nous amenant à la société et à ce que nous vivons très particulièrement maintenant. Mais il y a quelque chose là qu'il met en évidence. Donc, l'épanouissement humain n'a pas lieu au niveau de ses valeurs, malgré toutes les facilités nouvelles du développement de ce qui est matériel, de ce qui est le progrès économique, de ce qui est l'ensemble, je dirais, de la technique, et en même temps le temps qui est offert. Hein. Souvenez-vous, dans l'image d'Hamilton, on peut se consacrer à du bien-être, on soigne son propre corps, l'image que l'on donne de soi. Et ce qui marque Georges Segal, c'est cette dimension d'isolement profond, de solitude profonde, au niveau des êtres humains qu'il observe dans le cours de leur vie. Donc l'usage du plâtre va renforcer cette solitude et cet isolement. Voilà encore un autre travail, toujours dans les années 60. Vous pouvez véritablement appliquer la même manière d'approcher les choses. Vous voyez la fenêtre du restaurant qui se trouve aussi à la Fondation Ludwig de Cologne. Donc, vous avez une sorte de grande estrade grise qui donne la sensation à l'avant de la vitrine d'un espace tel un trottoir hein, pour cet homme marcher, déambuler. Vous arrivez peut-être à voir au niveau des semelles de ses chaussures que justement le traitement du plâtre restait très très brut, les mains dans les poches, la tête un peu vers le bas. L'idée suggérée d'un déplacement, d'un mouvement. A contrario, quand vous regardez la vitrine, les éclairages, et à l'intérieur de l'établissement, une table, une chaise hein, réelle, et de nouveau, prise moulage, si vous voulez, sur un corps qui traduit cette attitude d'un être assis, et assis qui pourrait se trouver complètement dans ses pensées, que l'on sent totalement coupé, sans aucune forme de relation avec le monde extérieur, peut-être avec le monde tout simplement. Et cet homme, en cheminant, quelque part, va se déplacer parallèlement à cette femme, et à aucun moment, leurs deux mondes ne vont potentiellement pouvoir se rencontrer et se croiser. Vous pourriez dire, il va rentrer à l'intérieur du restaurant, mais ce n'est pas du tout l'idée de Georges Segal. Je crois qu'en percevant cette distribution des espaces comme il le fait, avec un petit écart, vous voyez, on a un petit écart d'échelle entre la personne qui occupe l'avant-plan et cette femme qui est assise, on se rend bien compte que leur cheminement va se faire parallèlement, mais en aucun cas, l'espace ne va s'ouvrir pour que la rencontre soit possible. Ça rappelle un peu les ambiances froides de Hopper. Hopper, oui, souvent, on fait le lien, c'est vrai.
J'aurais peut-être tendance à dire par rapport à ça que chez Hopper, il y a peut-être une dimension plus narrative. C'est-à-dire que si vous voulez, dans les peintures d'Hopper, notre imaginaire peut s'enclencher par rapport à l'ensemble des décors, des couleurs utilisées. Il me semble que là, il y a quelque chose d'un moment aussi qui peut être arrêté, hein, mais où le narratif peut s'enclencher. Or ici, il y a une confrontation immédiate à quelque chose d'impossible dans la rencontre, dans la communication. Et je ne suis pas certaine que l'on puisse s'imaginer, que l'on puisse se raconter la vie des personnes et aller plus loin. J'ai l'impression que Segal nous met dans une dimension de rencontre immédiate qui peut voilà, directement nous questionner, nous interpeller, tandis que dans le cas des peintures, des tableaux de Hopper, notre imaginaire et une forme narrative peut s'enclencher. Enfin, je ne sais pas si vous partagez cette idée ou s'il vous semble que c'est plus conforme, que les deux univers vous semblent se rejoindre entre les deux artistes. Non, c'est vrai. Il y a ce que je vois aussi en commun, l'absence de communication et un côté un peu désespéré, peut-être. Oui, oui. Cet écart aussi, hein, l'événement se passe comme si les personnes étaient totalement détachées du cours des choses, qui se poursuit au-delà, ou que peut-être on imagine et qui crée davantage, évidemment, la sensation de l'écart et de l'isolement de la personne. C'est le blanc aussi. Le blanc, voilà. Oui, c'est aussi le blanc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce blanc, ce manque de couleur, la couleur est signe évidemment de l'expression de la vie, me semble-t-il en général, hein, quand les couleurs renaissent au printemps. Et ici, on est dans des tons qui sont presque de l'achromatique, à part un peu le jaune de la table. Le reste, on est vraiment dans des achromatiques, hein, donc des nuances de gris. Il n'y a pas cette vivacité de la couleur et je pense que ça contribue à plomber en quelque sorte l'atmosphère, l'événement, à rendre ce moment totalement figé. Abstrait. C'est le plan. Oui, peut-être un peu abstrait. Donc, comme si on avait c'est comme si ceci était un fragment, si vous voulez. C'est un élément qui est complètement détaché, coupé d'une certaine réalité. Moi, quand vous dites abstrait, je le comprends peut-être comme ça. On a peine à imaginer ce qui s'est passé avant et ce qui va venir après. C'est comme si on découvrait cette chose qui n'existe que par rapport à ce moment qui nous est présenté devant les yeux de la part de Segal. Je ne sais pas si ça rejoint votre qualificatif d'abstrait pour l'image. Oui, enfin, c'est comme presque une idée plutôt qu'une réalité, je trouve. D'accord, plus une idée. Donc, il serait ce sentiment de non-communication, d'incapacité, de dialogue, Oui. de relation. Oui, étrange. Étrange, oui, c'est vrai. Un côté un peu fantomatique, hein, Oui. il y a une sorte de manque de réalité qui peut apparaître. Ça pourrait être un rêve aussi, l'expression d'un rêve. Ah oui, l'expression d'un rêve. Ok. Une scène de rêve. Sachez, je vous mets sous les yeux, même si c'est un peu plus tardif, vous voyez, on est en 80, mais Segal est resté extrêmement fidèle à ce type-là de pratique sculpturale. Ça, c'est un travail que vous pouvez trouver ici à Bruxelles, donc au Musée d'Art Moderne, rue de la Régence. Hein. Quand vous quittez la partie ancienne et que vous rejoignez la partie moderne, avant de descendre les escaliers, là, je veux dire, se trouve cette sculpture qui est identifiée comme étant l'agitation, les 4 pas et mains. Pareillement, vous avez le modèle qui est fait d'après des personnes donc, qui ont pris cette position-là. Segal a moulé, il utilise toujours le plâtre. Vous voyez aussi ce petit artifice, cette espèce de petite planche de bois qui définit finalement un morceau d'espace sur lequel les deux personnages apparaissent. Et puis, il faut surtout pas oublier, vous avez le miroir. Vous voyez là où l'image se réfléchit, le miroir fait totalement partie de la proposition sculpturale de Segal, comme dans le cas de l'affiche avec Marilyn. Donc, c'est les deux aspects. C'est le moment où le corps est sculpté, traduit dans le plâtre, et la mise en œuvre dans l'espace d'une relation placée par cet objet. Donc, vous avez le couple qui se réfléchit. Et franchement, si vous n'avez jamais fait l'expérience, c'est intéressant de s'y rendre, parce qu'évidemment, vous avez toute l'attitude de vous promener autour du couple,
mais aussi de vous placer entre le couple et le miroir. Et je pourrais vous dire, c'est essentiellement le visiteur, le spectateur qui crée la part dynamique dans la sculpture. Parce que ce qui est très troublant, c'est que ce couple se donne la main, donne l'impression ensemble de pratiquer un déplacement, d'entamer un mouvement qui pourrait être aussi celui pratiquement d'une danse. Mais quand on est vraiment devant la sculpture, on se rend compte que les deux torses s'inclinent dans des diagonales opposées. Des diagonales, justement, qui ne vont pas les inviter à se rencontrer. C'est peut-être assez étonnant de parler comme ça parce que vous avez dans la réflexion, dans le miroir, l'impression qu'il y a une certaine intimité, qu'il y a une certaine fusion même qui pourrait exister entre les deux. Et quand on est réellement devant l'œuvre, qu'on se place juste face à ces deux personnes, on voit très nettement le vide. Et le fait que donc, si vous accentuez l'inclinaison du torse et de la tête, ça part vraiment à l'opposé l'une de l'autre et ça ne se rejoint pas. Donc, on est de nouveau dans ce moment d'expression de la non-communication possible entre les deux personnes. Donc, ici, c'est assez intéressant dans la mesure où tournant autour de la pièce, ayant donc des effets de réflexion différents sur le miroir, et vous pouvez vous trouver entre la sculpture et le miroir, entre les personnages et le miroir, il y a une dynamique, il y a une relation à la temporalité qui est induite par le spectateur. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Là, c'est vraiment, je vous partage une sensation reçue en découvrant l'œuvre il y a plusieurs années. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, tout à fait. Et là, vous pouvez, hein, c'est l'occasion, quand vous allez directement face à l'œuvre, découvrir la manière dont, en même temps, il y a une fidélité dans la transposition, voilà, des cheveux, de l'expression du visage, des vêtements qu'il porte, des chaussures. Donc, c'est très précis. En même temps, ici, vous avez une certaine unité parce que l'être féminin et l'être masculin portent des pantalons, portent des chaussures très proches. Mais vous voyez la façon dont il va laisser assez brut le plâtre, ce qui vient conforter le caractère arrêté, figé, presque atemporel, comme immuable, si vous voulez, comme si on était en dehors, effectivement, du temps. Et ça, c'est assez troublant. Donc, le travail de Segal est fascinant, est assez émouvant, et je pense que c'est pratiquement un des seuls artistes du pop art à nous toucher, genre en termes de raviver, si vous voulez, des ressentis qui peuvent être émotionnels. Les autres peuvent travailler sur des qualités de perception sensorielle, hein, comme on le recitait avec Oldenburg, mais ici, il y a vraiment une dimension émotionnelle, et quelque part, bien, cette relation du face-à-face, on l'éprouve, parce qu'on va tous, à un moment donné, être confrontés soit à sa propre inertie, soit à son propre isolement, ou cette espèce de, comment je veux dire, de rapport introspectif où on s'interroge, on est dans le doute. Donc, le travail de Segal, je crois, ne laisse pas du tout indifférent et met en évidence d'autres composantes sensibles que celles qui travaillaient plus sur le statut de l'image, en référence à la publicité, à la, je sais pas, à la bande dessinée, à la télévision, à la photo, cette consommation au sens large. C'est une autre manière ici d'agir concernant vraiment l'observation de l'humain. Est-ce qu'il choisit toujours hommes et femmes? Pas nécessairement. Tantôt, vous aviez l'homme tout seul. Dans le trio, là, il y avait deux musiciens, donc deux hommes et une femme. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Il y a des sculptures aussi qu'il a faites pour être placées à l'extérieur. Donc là, il va garder le blanc, mais il ne va pas utiliser le plâtre, il va utiliser un matériau qui est plus résistant en métal, si vous voulez, qui est résistant aux aléas du temps. Et donc là, on peut trouver une femme qui est assise seule sur un banc, on peut trouver un homme assis seul sur un banc. Donc c'est l'un ou l'autre, l'un et l'autre qu'il met dans ses sculptures. Mais toujours la solitude, au fait. Même quand ils sont deux, oui. Même quand il y a deux, trois personnes, ce sentiment de solitude est présent. C'est pas simplement en isolant quelqu'un, c'est parfois justement là où on penserait que le rapprochement et le caractère
d'intimité ou de fusion est possible, qu'en observant très bien, on se rend compte, mais non, il n'aura pas lieu. Cette rencontre n'aura pas lieu. Voilà.